je suis venu en courant de l'hôpital. Premièrement. Deuxièmement, je ne sais pas si elle vous a normalement transmis, docteur Boudrifa, la deuxième séance, comme ça. Et même si on n'aura pas du temps, eh ben, je vais essayer de vous reprogrammer une troisième, d'accord, juste après. D'accord? Alors, c'est bon. Vous me dites s'il vous plaît, hein, si c'est OK ou parce que comme ça, pour ne pas. On peut commencer? Oui, monsieur, on peut commencer. Monsieur. Très bien. Alors, donc l'intitulé, c'est le rétrécissement aortique. Je ne sais pas si vous avez déjà fait les autres valvulopathies. Donc, alors les objectifs que vous devez se fixer de ce cours, c'est bien évidemment donc de définir c'est quoi donc un rétrécissement aortique, citer les principales étiologies, décrire les lésions anatomopathologiques spécifiques à chaque étiologie, expliquer la physiopathie du rétrécissement aortique, identifier les signes cliniques évocateurs du donc, rétrécissement aortique, planifier les examens complémentaires à visée diagnostique, évaluer les critères de mauvais pronostic, énumérer les complications évolutives du rétrécissement aortique et enfin planifier la stratégie thérapeutique du rétrécissement aortique. Alors, je suis en train de vous admettre à fur et à mesure hein, pour ceux qui viennent en retard. Alors, c'est quoi le rétrécissement aortique? Donc, c'est quand vous voyez ici, donc vous avez ici une valve normale et une valve sténosée, donc une valve malade. Et vous voyez qu'il y a une réduction, une nette réduction de la taille de l'orifice aortique, réalisant un obstacle à l'éjection ventriculaire. Et donc, c'est une maladie valvulaire, de l'orifice valvulaire, à ne pas confondre avec le rétrécissement de l'isthme de l'aorte, d'accord? L'isthme de l'aorte qui se trouve juste au-dessous de l'orifice aortique. Alors, quelles sont maintenant les étiologies, les principales étiologies? Il faut savoir qu'il y a donc deux principales formes. C'est la forme acquise et la forme congénitale. Bien évidemment, la forme la plus fréquente, c'est la forme acquise. Et en tête de liste, c'est donc l'étiologie dégénérative. C'est ce qu'on appelle également maladie de Morkeberg. Donc, c'est la cause la plus fréquente de sténose aortique, notamment dans les pays développés, et c'est l'apanage de personnes âgées de plus de 65 ans. Bien sûr, elle se caractérise surtout par la lésion de calcification. On verra tout à l'heure. La deuxième cause qui vient juste après, donc c'est le rhumatisme articulaire aigu, particulièrement chez nous. Donc on reste toujours un pays d'endémie rhumatismale. Donc ça reste une cause fréquente et il faut vraiment l'évoquer même à un âge avancé. Alors la lésion, bien sûr, caractéristique, c'est la fusion commissurale précoce avec bien sûr des calcifications tardives. En plus, ce qui caractérise le rhumatisme articulaire aigu, c'est l'atteinte polyvalvulaire. Et sachez que le rhumatisme articulaire aigu, il touche surtout la valve mitrale plus que la valve aortique. Alors, d'autres étiologies plus rares peuvent être responsables de dépôts calcaires tels que maladie de Paget, polyarthrite rhumatoïde et l'insuffisance rénale chronique. Alors, à côté de la forme acquise, vous avez donc la forme congénitale. Et dans la forme congénitale, la forme la plus fréquente, c'est la bicuspidée aortique. C'est l'atteinte congénitale la plus fréquente. Et donc, la caractéristique, c'est qu'elle peut donc se manifester, se révéler à un âge avancé. Donc, faites attention. Donc, on peut l'avoir même si c'est un sujet âgé parce qu'elle passe inaperçue et c'est après les calcifications, quand les calcifications se majorent, et donc ça va entraîner au fil du temps, après des années, donc une symptomatologie, donc ça va révéler donc la maladie. Alors,
Et puis, vous avez les autres causes, toujours congénitales, mais ça concerne l'enfant, beaucoup plus l'enfant. C'est la sténose aortique supravalvulaire, comme dans la coarctation de l'aorte, ou bien la sténose aortique sous-valvulaire par un diaphragme ou de membrane. Bon, ça, c'est pas l'objet de notre cours. Alors, donc un petit rappel anatomique. Vous savez que la valve aortique normale est composée de 3 sigmoïdes. La sigmoïde postérieure et les 2 sigmoïdes antérieurs, antérieure droite et antérieure gauche, à partir desquels naissent les coronaires, la coronaire droite et la coronaire gauche. D'accord? Et cette configuration tricuspide. Ah oui? Et pourtant, hein, Les micros sont allumés. Il faut demander aux gens de couper leur micro. Oui. S'il vous plaît, il faut éteindre vos micros pour que tout le monde puisse s'entendre. S'il vous plaît. Vous pouvez mettre tout le monde en sourdine. Désactiver tous les micros. Alors, tu avais tous les micros. Alors, c'est normalement. Muez tous, c'est ça. Muez tous. Oui, c'est ça. Voilà, muez tous. Alors, vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. Très bien. Oui, on vous entend. Très bien. Alors, je continue. Donc je disais que cette configuration anatomique tricuspide de cette valve donc permet une ouverture optimale, d'accord, pour des contraintes, c'est-à-dire des contraintes moins importantes sur la sigmoïde. Alors, sur le plan anatomopathologique, le rétrécissement aortique associe donc les lésions valvulaires et extravalvulaires. Alors, pour ce qui est donc des lésions valvulaires, alors quels sont les types de lésions valvulaires rencontrées au cours du rétrécissement aortique? Vous avez d'abord la lésion initiale, c'est la sclérose des valves, les valves qui deviennent épaissies, indurées, rétractées, et puis après donc survient le phénomène de calcification, et c'est ça qui va vraiment causer problème, qui va majorer et aggraver la maladie par la suite. Donc, ce sont les calcifications, particulièrement, c'est dans le rétrécissement aortique dégénératif. Et plus ou moins, on a la soudure des commissures. En fait, la soudure des commissures, elle concerne surtout l'étiologie rhumatismale. C'est au cours du rhumatisme articulaire aigu qu'on a la soudure des commissures en premier lieu, et puis vous aurez des calcifications secondairement. Et juste sur cette image, vous voyez que déjà les calcifications ne sont pas réparties de la même manière selon l'étiologie. Ici, par exemple, quand il s'agit d'un rétrécissement dégénératif, ben, les calcifications sont très importantes, donc et très majorées, alors que dans l'étiologie bicuspide, congénitale et rhumatismale, ben, vous voyez que les calcifications ne sont pas très importantes. Alors, les lésions extravalvulaires, les plus importantes, on a la dilatation de l'aorte ascendante, donc le plus souvent asymétrique, parce qu'elle se trouve surtout au niveau du point d'impact du jet. C'est pas comme dans l'insuffisance aortique, donc vous aurez donc une dilatation homogène de l'aorte. Mais attention, on peut avoir une aorte tout à fait anévrismale, et ça concerne surtout la bicuspidie. La bicuspidie de l'aorte, souvent 50% des bicuspidies s'accompagnent d'une dilatation anévrismale de l'aorte ascendante. Deuxième lésion, bien évidemment, c'est l'hypertrophie du ventricule gauche, qui est souvent concentrique, et on verra dans la physiopathe que cette hypertrophie ventriculaire gauche permet de normaliser la contrainte parétale, c'est-à-dire la tension qui s'applique sur la paroi du ventricule gauche. Et enfin, on peut également avoir des lésions de calcification mitrale associées aux calcifications aortiques, surtout, bien sûr, dans le rétrécissement dégénératif. Maintenant, on arrive à la physiopathe. Alors, on a dit que le rétrécissement aortique entraîne un obstacle à l'éjection du ventricule gauche. Donc, on aura des conséquences en amont de l'obstacle et en aval de l'obstacle. Alors, en amont de l'obstacle, on aura une augmentation de la pression. Il y aura une différence de pression, d'accord,
qui va augmenter entre le ventricule gauche et l'aorte. Et ceci va entraîner une augmentation de la post-charge. Alors, je vous rappelle ici la loi de Laplace. La loi de Laplace, je ne sais pas si vous vous rappelez de la loi de Laplace en physiologie. Donc, elle met en relation la tension pariétale, elle définit c'est quoi la tension pariétale. Et vous voyez sur cette formule que la tension pariétale est proportionnellement est en relation proportionnelle avec la pression, avec la post-charge et le diamètre, d'accord? Et elle est inversement proportionnelle à l'épaisseur. Et donc, si vous voulez, en cas d'augmentation de la post-charge, comme ici dans le rétrécissement aortique, on aura une augmentation de la tension pariétale. Et ça, c'est pas bien. Quand on a une augmentation de la tension pariétale, c'est-à-dire c'est une tension qui s'applique sur la paroi du ventricule gauche. Et donc, ça va diminuer la performance contractile du ventricule gauche. Donc, on aura une baisse de la fraction d'éjection, une augmentation des pressions de remplissage. Donc, afin de maintenir cette pression, donc cette tension normale, relativement normale, il va falloir augmenter l'épaisseur. Donc, vous voyez, un peu vous comprenez l'intérêt de l'HVG dans ce cas-là, puisqu'elle va permettre en quelque sorte de maintenir la tension pariétale pour un temps, bien sûr, donné, parce que le problème, c'est que ce mécanisme d'adaptation est limité dans le temps. Et donc, à un stade plus évolué, l'HVG n'est plus adapté à l'augmentation de la post-charge. Et donc, on aura forcément une augmentation de la contractilité pariétale, une diminution de la fraction d'éjection, une augmentation des pressions de remplissage et bien évidemment, l'apparition des signes de la symptomatologie, des signes d'insuffisance cardiaque. Alors, en plus, il faut préciser également que cette HVG, donc, elle a son avantage, mais elle a également ses inconvénients. Et parmi les effets délétères de l'hypertrophie ventriculaire gauche, c'est que cette hypertrophie va entraîner une diminution de la compliance du ventricule gauche, parce que le ventricule gauche, il devient rigide, il va perdre cette élasticité, il devient rigide, donc il va résister au remplissage. Donc le remplissage ne se fait pas correctement, il va se faire sous haute pression. Et donc cette haute pression va aller en amont vers la circulation pulmonaire et ça explique la dyspnée que peut présenter ces patients-là. Deuxième conséquence de l'HVG, c'est l'augmentation de la consommation en oxygène, donc du myocarde, et diminution du débit coronaire par écrasement des coronaires épicardiques du fait de cette hypertrophie du ventricule gauche. Et donc, ça, c'est ce qui explique généralement l'engorge rapporté par ces patients-là. Enfin, maintenant, on arrive en aval de l'obstacle. En aval de l'obstacle, qu'est-ce qu'il va y avoir? Bien évidemment, on aura une diminution du débit de perfusion, donc de perfusion, notamment surtout l'organe qui va être très sensible à cette diminution du débit cardiaque, c'est le cerveau. Donc, on aura une diminution du débit de perfusion cérébrale et ce qui explique la syncope. Le risque de syncope chez ces patients-là, d'accord? Et enfin, on peut avoir également des embolies calcaires, parce que rappelez-vous surtout, donc on a dit que la lésion vraiment qui caractérise ce rétrécissement aortique, c'est la calcification. Donc on aura un bloc calcaire, et donc ce bloc calcaire, c'est du tissu vraiment friable et donc c'est fragile. Donc un embole peut se détacher facilement de ce tissu et il peut migrer dans la circulation et aller donc provoquer une embolie calcaire. Donc c'est l'une des complications justement du rétrécissement aortique. Alors maintenant, sur le plan, on arrive au diagnostic. Le diagnostic du rétrécissement aortique, quelles sont les circonstances de découverte, quels sont les signes fonctionnels. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le rétrécissement aortique passe par une longue phase asymptomatique, justement grâce à ce mécanisme d'adaptation qui est donc l'HVG. Mais après, donc à un moment donné, après un stade évolutif, donc on aura une apparition des symptômes, justement, et souvent la symptomatologie, c'est une symptomatologie d'effort. Donc elle apparaît au cours de l'effort et déjà à ce stade, c'est un indicateur de mauvais pronostic, d'accord? Et je vous ai mis ici l'évolution naturelle du rétrécissement aortique. Vous voyez sur la courbe, hein, comment vous constatez ce virage de la courbe. Ça, c'est un peu la survie. Ça représente la courbe de la survie des patients atteints
de rythme aortique au cours au cours du temps est asymptomatique. Ici, donc un plateau, la survie, elle est normale, elle est comme un sujet non atteint. Vous voyez qu'il y a un virage brutal de la survie, donc il y a une augmentation de la mortalité. Et un deuxième point important, c'est que cette survie peut être chiffrée d'ailleurs, bien sûr, selon la nature du symptôme. Par exemple, en cas d'angor, la survie, elle est estimée à 5 ans. En cas de syncope, elle est estimée à 3 ans et en cas de dyspnée d'effort, elle est estimée à 2 ans. Et en cas d'insuffisance cardiaque globale, la survie moyenne, elle est de 6 mois. Donc, c'est très important de retenir ces chiffres-là, ce qui montre bien que à partir du moment que le patient devient symptomatique, vraiment, et donc il est à haut risque de mortalité, et notamment mortalité surtout subite. Et justement, c'est l'une des circonstances de découverte, de révélation du rythme aortique, c'est la mort subite. C'est la complication la plus redoutable et la plus fréquente parmi toutes les valvulopathies. Donc, c'est celle qui tue les plus, surtout par mort subite. Et d'autres circonstances de découverte, c'est l'accident thromboembolique, comme je viens de l'expliquer, c'est par embolie calcaire, les hémorragies digestives, donc par angiodysplasie, c'est des patients qui font beaucoup d'angiodysplasie. Ils ont des anomalies de l'hémostase, notamment l'anomalie du facteur de Willebrand. C'est pour ça qu'ils font souvent des hémorragies digestives et se présentent souvent avec une anémie. D'accord? Donc, enfin, vous avez l'endocardite. L'endocardite peut être également le rythme aortique peut se révéler par une endocardite. C'est beaucoup moins fréquent par rapport à l'insuffisance aortique, mais c'est quand même une possibilité. Alors maintenant, à l'examen clinique, qu'est-ce qu'on doit chercher comme signe physique, et notamment à l'examen central? Donc à la palpation, on recherche un thril, ce qu'on appelle également un frémissement. Vous m'entendez, j'espère? Oui. Vous m'entendez? Ah, très bien, très bien. Vous me dites, voilà. Oui, oui, docteur, mais vous allez trop vite. Ah, oui, et il y a des étudiants qui veulent rejoindre. Est-ce que vous pouvez les accepter? Oui, tout à fait, oui. J'ai oublié. Ok. C'est fait. Normalement, c'est fait. Ok. Donc, je me disais, à l'examen clinique, notamment la palpation, on recherche un thrill ou un frémissement. Donc, déjà, vous connaissez c'est quoi le frémissement? C'est la traduction palpatoire d'un souffle intense, c'est-à-dire un souffle qu'on considère de 3 à 4 sixièmes. Donc, à partir de 3 à 4 sixièmes, le souffle devient frémissant, c'est-à-dire qu'on arrive à le palper. À quel niveau? Au niveau du foyer aortique, c'est-à-dire deuxième espace intercostal droit, et au niveau sus-sternal. D'accord? On recherche souvent le frémissement à ce niveau-là. Alors, on arrive maintenant au temps capital de l'examen, c'est l'auscultation. L'auscultation doit se faire bien sûr chez le patient en position assise, penché en avant, ça c'est très important, et en expiration forcée. C'est souvent la position qui permet de mieux ausculter, de mieux entendre les souffles d'origine aortique, d'accord? Et qu'est-ce qu'on doit rechercher? Le plus souvent, on retrouve un souffle éjectionnel de forme losangique. Vous le voyez ici, dessiné sur le phonomécanogramme. Donc, c'est de forme losangique. Donc, vous voyez que qu'il commence après le B1, ce souffle-là, il augmente jusqu'à arriver à un maximum mésosystolique, puis il diminue d'intensité pour se terminer avant la fin du deuxième bruit. D'accord? C'est très important. Donc, c'est un souffle mésosystolique, maximum télésystolique, avec B1, B2 le plus souvent normaux. Ça, c'est dans le cas où le rétrécissement aortique est modéré. D'accord? Ça, c'est très important. Au cas où il est modéré. Et généralement, bien sûr, on va l'ausculter maximum d'intensité au niveau du foyer aortique, mais le souffle, il peut migrer, il peut irradier, notamment vers le cou. On peut l'ausculter au niveau du cou, et on peut également même l'ausculter au niveau de l'apex.
au niveau de l'apex. Mais là, ça va, à ce niveau-là, il peut poser problème. On peut le confondre avec le souffle systolique d'insuffisance mitrale. Et donc, ce souffle d'insuffisance mitrale, il a d'autres caractéristiques. Donc, il s'y diffère un peu par d'autres caractéristiques, notamment par le fait qu'il soit un souffle holosystolique. Le plus souvent, quand vous voyez là, c'est comme je vous ai schématisé ici, donc c'est un souffle qui est rectangulaire parce qu'il occupe pratiquement toute la systole et il garde la même intensité au cours de toute la systole, d'accord? Bon, mis à part là, il y a une forme d'insuffisance mitrale qui est donc le prolapsus de la valve mitrale qui donne généralement un souffle télésystolique. Donc, il va occuper une partie de la systole et non pas toute la systole. Donc, mais c'est télésystolique. Donc, il ne commence pas donc, du début de la systole, mais à la fin de la systole. Donc voilà, donc déjà, cela donc, va nous permettre de le différencier du souffle de rétrécissement aortique. Et bien sûr, il y a un autre élément de différenciation, c'est le timbre. Ils n'ont pas le même timbre. Le souffle du rétrécissement aortique, le timbre est rude et râpeux. Ça rappelle la râpe du menuisier, d'accord? C'est pratiquement, ça produit le même bruit, le même souffle, d'accord? Alors que l'insuffisance mitrale, c'est en jet de vapeur. C'est un souffle en jet de vapeur piaulant, ce qu'on dit piaulant ou musical, d'accord? Donc c'est pas du tout le même timbre, donc on peut facilement le différencier, d'accord? Alors, on recherche également un clic protosystolique. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est un bruit qui vient juste après le B1. Juste après le B1, on entend un bruit. Et ce bruit correspond au bruit des valves. Mais quand ils sont souples, quand les valves sont vraiment très calcifiées, très remaniées, ben, on va pas très bien, on ne peut pas ausculter ce clic. Alors, ce clic se voit surtout quand les valves sont souples. Et bien sûr, soit dans le rhumatisme articulaire aigu, plus ou moins, mais surtout dans le rétrécissement congénital. Et bien sûr, bien évidemment, on recherche toujours s'il y a un souffle d'insuffisance aortique associé. En avance. Alors, ça, c'est important. C'est important de connaître les signes cliniques de sévérité du rétrécissement aortique. C'est vraiment une question classique d'examen. Donc, il faut connaître quels sont les signes de sévérité du rétrécissement aortique. Bon, à l'examen central, on va rechercher un souffle un maximum télésystolique. Donc, rappelez-vous, donc on a dit que c'est un souffle mésosystolique dans le rétrécissement modéré. Mais quand le rétrécissement est vraiment serré, quand il est serré, le maximum va se déplacer vers la fin de la systole. Il va se rapprocher de B2, donc on aura un maximum télésystolique. Ça, c'est le premier élément de sévérité. Deuxième élément, on aura une diminution, voire une abolition du B2. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, dans le rétrécissement aortique, les B1 et B2, surtout le B2, parce que ça correspond à la fermeture des sigmoïdes aortiques et pulmonaires. Et donc, surtout le B2, donc le B2, il reste normal. Mais quand le rétrécissement aortique, il est vraiment serré, sévère, donc on aura une abolition du B2. Alors, on peut avoir également des galops, le B3, donc surtout le B4, parce que le B3, c'est quand vous avez un VG qui est dilaté, d'accord? Or, dans le rétrécissement aortique, le plus souvent, le VG est hypertrophié. Donc, bien sûr, il peut être dilaté dans la forme évoluée, mais le plus souvent, donc le VG est vraiment hypertrophié. Et donc, on aura plutôt un B4. Un B4, c'est-à-dire, il correspond au remplissage actif, c'est-à-dire la systole auriculaire. Ça, il faut revenir à votre physiologie, d'accord? Donc, ça correspond à la systole auriculaire. Bien évidemment, si le patient est en arythmie auriculaire, eh ben, donc ce galop va disparaître. Il n'y aura pas de B4, d'accord? Et on peut avoir un souffle d'insuffisance mitrale. Alors, le souffle d'insuffisance mitrale également, c'est un souffle fonctionnel. Donc, le plus souvent, il est en rapport avec une dilatation du ventricule gauche. Ça, c'est quand vraiment le ventricule gauche est dilaté, quand vraiment le patient est en insuffisance cardiaque. Et enfin,
on doit également rechercher un autre signe de sévérité, c'est le B2, l'éclat de B2 pulmonaire. Ça signe l'hypertension pulmonaire. Alors, à l'examen périphérique, quels sont les signes de sévérité? Vous avez les signes congestifs pulmonaires, donc on va rechercher les râles crépitants, et on va rechercher les signes artériels périphériques. S'il vous plaît, renseignez-vous. S'il vous plaît, vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Docteur. Il y a des parasites là. Hein. Il faut éteindre vos audios. Alors, donc je l'ai fait, mais apparemment, il faut à chaque fois. Alors, les signes périphériques également, c'est très important. Le pincement de la différentielle, donc vous aurez une baisse de la pression artérielle, hein, systolique et donc surtout la systolique, donc et surtout vous aurez un pincement de la différentielle, d'accord? C'est-à-dire un rapprochement entre la systole et la diastole. Et bien sûr, on aura un pouls faible. C'est bien évidemment, c'est donc par diminution du débit donc cardiaque. Alors, maintenant, après l'examen clinique, quels sont les examens complémentaires de première intention? Vous avez la radiographie pulmonaire. Alors, sachez que la radiographie pulmonaire, elle n'est pas très contributive, mais le plus souvent, elle est normale. Le plus souvent, elle est normale. Donc, il n'y a pas de cardiomégalie. Donc, le VG, vous aurez un VG qui est globuleux, hein, du fait de l'hypertrophie. Donc, vous pouvez avoir un arc inférieur gauche qui est hyperconvexe, d'accord, du fait toujours de l'hypertrophie. Mais attention, dans les formes évoluées, on peut avoir un VG dilaté. Et donc, par conséquent, on peut avoir une cardiomégalie. On peut avoir une cardiomégalie avec un arc inférieur gauche qui est allongé et une pointe sous-diaphragmatique. Donc, on recherche également une dilatation post-sténotique de l'aorte qui va se traduire, bien sûr, par l'hyperconvexité de l'arc supérieur droit et éventuellement une hyperconvexité de l'arc supérieur gauche du bouton aortique. On recherche également des calcifications, soit au regard de l'orifice valvulaire, soit au niveau de l'aorte. Et sinon, la radio n'est pas très, très contributive. Alors, maintenant, le CG, l'électrocardiogramme, va permettre surtout de rechercher cette fameuse hypertrophie du ventricule gauche qui est de type surcharge systolique. Mais sachez que cette hypertrophie, elle est souvent, bien sûr, proportionnelle à la sévérité du rétrécissement aortique, mais elle peut manquer, alors que le rétrécissement aortique, il est vraiment serré. Donc attention pour vous dire que le CG n'est pas sensible à 100%. On peut ne pas donc détecter l'hypertrophie donc sur l'électrocardiogramme. Alors voici pour vous illustrer sur cet électro, qu'est-ce que vous voyez essentiellement? Alors vous voyez qu'il y a une augmentation de l'amplitude de l'onde R en V5 et V6, de l'onde S, notamment V1, V2. Oui. Entre la surcharge, l'HVG systolique et l'HVG. Justement, j'arrive. D'abord pour l'HVG, donc vous connaissez déjà le diagnostic. Donc l'augmentation de l'amplitude donc de l'onde R en V5, V6 et D1 en VL, donc c'est-à-dire dans les dérivations qui explorent le ventricule gauche. Alors maintenant, justement, comment reconnaître vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Parce qu'apparemment, la première partie de la réunion, je pense qu'elle est arrivée à sa fin, non? Non, pas encore. Pas encore, ok. Mais on peut rejoindre la même réunion. Très bien, ok. On n'a pas besoin du deuxième lien. Ok, très bien. Donc, vous voyez là? Oui. Très bien, ok. Donc, voilà, donc, pour répondre à votre question, donc, comment reconnaître une surcharge systolique d'une surcharge diastolique? Donc, vous voyez ici qu'on a des anomalies de la repolarisation. Bien sûr, où vous allez les chercher? C'est dans les dérivations, bien sûr, qui explorent le ventricule gauche, c'est-à-dire essentiellement V5, V6 et D1 AVL.
Et donc, vous voyez qu'il y a ici en V5, V6 un sous-décalage du segment ST et il y a des entités négatives V5, V6 et D1 AVL. Donc, ça, donc déjà, c'est un signe de surcharge systolique. D'accord? En plus, un deuxième signe, c'est l'absence d'onde Q. Vous voyez que là, il n'y a pas d'onde Q. La fameuse onde Q qui correspond bien sûr à l'activation, à la dépolarisation du symptôme. C'est la première structure qui va se dépolariser. Et donc, il va se traduire par cette petite onde Q, au début, notamment V5 et V6 et D1 AVL. Et bien, vous voyez que là, elle est absente. Elle est absente. Donc, c'est un signe de surcharge systolique. D'accord? Maintenant, dans la surcharge diastolique, vous aurez plutôt la présence d'onde Q, d'accord? Et vous aurez des entités positives. D'accord? Voilà comment faire la différence. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Docteur, quand est-ce que Oui. l'onde Q signifie la nécrose? Comment? Quand est-ce que l'onde Q signifie une nécrose? Une nécrose, c'est quand vraiment elle est large. L'onde Q, elle est large, c'est-à-dire elle dépasse le petit carreau, le 0,04 secondes, d'accord? Le petit carreau, il faut qu'elle dépasse le petit carreau et elle est souvent profonde. Quand elle est profonde, bon, mais généralement, c'est-à-dire elle dépasse le tiers de l'onde R qui la succède, d'accord? Donc quand elle est large et quand elle est profonde, donc c'est là où vraiment on doit, ou bien quand vraiment vous avez le fameux aspect QS. QS, c'est-à-dire carrément vous avez une négativité exclusive. Quand vous avez une négativité exclusive, bien sûr, là il faut absolument, bon, c'est pas toujours la nécrose, mais il faut toujours éliminer une nécrose ou rechercher une nécrose en premier lieu, d'accord? Donc soit une négativité exclusive, soit donc une onde de Q qui est large et profonde. D'accord? D'accord, d'accord. Ok, alors je me disais, ça c'était l'HVG. Alors le deuxième signe qu'on peut avoir sur l'électrocardiogramme, c'est le BAV. C'est le bloc auriculo-ventriculaire de degré variable qui s'explique souvent par la migration des calcifications. Donc ce phénomène, on a parlé de ce bloc calcaire. Alors ces calcifications, ils peuvent migrer vers le symptôme interventriculaire et ils vont abîmer le tissu de conduction. Donc, ce qui va entraîner un bloc auriculo-ventriculaire le plus souvent irréversible. D'accord? Et puis, on recherche éventuellement l'arythmie, la fibrillation atriale. Elle est certes rare, mais elle peut se voir, surtout quand il y a une atteinte mitrale associée. Parce que, en fait, c'est dans l'atteinte mitrale qui est la plus fréquente, c'est pas dans l'atteinte aortique. Mais ça peut se voir, mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette fibrillation atriale, elle est le plus souvent très mal tolérée chez ces patients-là, avec rétrécissement aortique, parce que je vous ai dit tout à l'heure que déjà, le rétrécissement aortique, il va donc diminuer la compliance du ventricule gauche. Donc le remplissage se fait mal. Alors si c'est à cela, vous rajoutez une fibrillation atriale, ça veut dire que vous allez amputer le débit cardiaque de 30%. La fibrillation atriale, rappelez-vous, le remplissage actif, la systole auriculaire. Donc en cas d'arythmie, donc on aura perte de la systole auriculaire, puisque dans ce cas-là, l'oreillette ne va plus se contracter, elle est en arythmie. Donc, elle va plus contracter et donc le débit cardiaque va vraiment diminuer de façon significative. Et souvent, c'est des malades qui tolèrent très mal la fibrillation atriale. Alors, maintenant, on arrive vraiment à l'examen clé du diagnostic. Donc, c'est l'échographie Doppler transthoracique. Donc, quels sont les buts alors de cet examen? Donc, elle permet de poser le diagnostic positif, le diagnostic de sévérité, par la quantification de la sévérité du récipient aortique, par l'évaluation du retentissement de ce retentissement aortique sur la fonction VG, on verra tout à l'heure, de toute façon en détail. Et puis, troisièmement, donc ça permet le diagnostic étiologique. Elle permet d'établir le bilan lésionnel complet, donc s'il y a d'autres lésions associées, etc., d'autres atteintes valvulaires, etc. Et enfin, le but, c'est également de surveiller le patient, surtout le patient asymptomatique, puisque pour savoir quand est-ce qu'on doit
on doit vraiment opérer ce patient. Alors, le diagnostic positif, vous voyez ici, donc déjà en mode bidimensionnel, vous avez la valve ici qui est remaniée, qui est calcifiée. Déjà en voyant, regardant la valve, donc c'est pas une valve normale. Donc d'emblée, on va suspecter le rétrécissement aortique. Et en plus, en mode TM, ici, vous voyez le mode TM, il est schématisé ici. Vous voyez que là, quand la valve elle est ouverte, la valve aortique est ouverte, et quand la valve elle est fermée. D'accord. Et vous voyez là, quand la valve elle est ouverte, qu'il y a une diminution du diamètre d'ouverture de la valve. D'accord. Ça, c'est en mode TM, dimensionnel. Alors, là également, vous allez pouvoir facilement diagnostiquer une bicuspidie. Donc, on a dit que la valve normale, c'est une valve tricuspide. Hein. Vous voyez les trois cuspes, hein, les trois cuspes ici en vert, et ça donne d'ailleurs quand la valve elle est fermée, quand la valve elle est ouverte. Et vous voyez ça vous rappelle quoi comme signe, la marque d'une voiture c'est Mercedes, voilà. Donc c'est ça, donc l'aspect normal de la valve. Alors que ici vous avez une valve, on voit qu'il y a uniquement deux cuspes. Donc il y a deux cuspes au lieu de trois. Donc c'est ça la bicuspidie. Donc parfois, vous voyez, en voyant juste la valve, eh ben, on a facilement le diagnostic. D'accord? Alors ici également, on peut, par l'analyse de l'aspect déjà de l'orifice systolique, on peut déjà évoquer le diagnostic. Par exemple, en cas d'orifice ici elliptique, vous voyez, donc c'est un orifice elliptique qui évoque donc une bicuspidie aortique par fusion des sigmoïdes antérieurs. Ici, par exemple, vous avez un orifice. Là, vous avez donc, je sais pas, vous remarquez d'ailleurs que vraiment que c'est brillant, que c'est très dense. Ça, c'est la classification. Et je vous ai dit tout à l'heure que les classifications, c'est surtout on les voit surtout dans le rétrécissement dégénératif. Quand vous avez cet aspect stellaire sans fusion commissurale, avec vraiment des classifications importantes, donc là, ça évoque donc surtout le rétrécissement dégénératif. Et là, vous avez là, vous avez donc un aspect triangulaire de l'orifice systolique avec fusion commissurale. C'est une lésion caractéristique du rhumatisme articulaire aigu. Et bien sûr, enfin, on peut également rechercher des éléments surajoutés qui peuvent évoquer une végétation, et donc c'est l'endocardite infectieuse. Voilà, donc l'écho, elle permet quand même de poser le diagnostic étiologique. Et maintenant, on arrive à la quantification. Comment on va quantifier la sévérité du rétrécissement aortique? Alors là, il y a deux paramètres. D'ailleurs, ce qu'il faut retenir à votre niveau, c'est ces deux paramètres-là qu'il faut évaluer pour donc vraiment déterminer la sévérité du rétrécissement aortique. Le premier paramètre, c'est la mesure de la surface valvulaire fonctionnelle. Donc, on va mesurer la surface fonctionnelle. Donc, elle est fonctionnelle, c'est pas anatomique. Donc, à la différence de l'anatomique, bon, l'anatomique, c'est comme ici. Hein. Alors ici, là, c'est une surface. Vous voyez, ça, c'est la surface anatomique. Donc, on mesure donc la surface anatomique directe. Alors, je disais, donc vous devez donc évaluer ces deux paramètres donc pour la sévérité du rétrécissement aortique. Le premier paramètre, c'est, on a dit, la surface valvulaire fonctionnelle, à la différence de la surface anatomique. Comme je vous ai expliqué, anatomique, c'est direct. On va donc calculer la surface anatomique directe à partir de l'orifice ouvert. D'accord? Là, on doit appliquer, pour la fonctionnelle, on doit appliquer une équation. Donc, c'est une formule, vous voyez, la voici, cette formule. Donc, on doit mesurer tous ces paramètres, d'accord? Donc l'intégrale temps vitesse du flux aortique, la surface de la chambre de chasse, c'est-à-dire on doit calculer le diamètre ici de la chambre de chasse, et on doit également calculer l'intégrale temps vitesse de la chambre de chasse.
tout ça, c'est un détail. Il faut pas se. Excusez-moi, monsieur. Oui, oui. S'il vous plaît, veuillez accepter les autres. Ils sont en train d'attendre. Oui, c'est fait. Normalement, c'est fait. Je le fais de toute façon à fur et à mesure. Mais il n'y a pas de. Vous me rappelez, hein. Vous me rappelez à chaque fois s'il y a vraiment. Très bien, merci. D'accord. Je vous en prie. Ok, alors, je disais toujours. Donc, en ce qui concerne, voilà, vous allez appliquer cette équation. Donc, vous allez prendre ces mesures, hein, les vitesses du flux aortique, du flux sous-aortique, la chambre de chasse, et le diamètre de la chambre de chasse. Le diamètre de la chambre de chasse, c'est-à-dire ici, d'accord? Et à partir de tous ces éléments, tous ces calculs, vous allez obtenir la surface aortique, d'accord? Donc, voilà, c'est mesurable, c'est par l'appareil, etc. Il suffit juste de lui donner ces paramètres-là, tous ces paramètres-là, d'accord? Le deuxième paramètre, c'est le gradient transvalvulaire moyen. Donc, on va prendre le Doppler, grâce au Doppler, bien sûr, du flux aortique, on va mesurer, si vous voulez, c'est ça, donc mesurer ce qu'on appelle le gradient de pression moyen entre le ventricule gauche et l'aorte. Et plus, bien sûr, plus le rétrécissement est serré, plus ce gradient, bien sûr, sera élevé. Et plus le rétrécissement est serré, et plus la surface aortique va diminuer. D'accord? Voilà les deux paramètres qu'il faut retenir et qui peuvent être, qui peuvent faire l'objet de questions à l'examen. Si on vous demande quels sont donc les paramètres de sévérité du rétrécissement aortique donc à évaluer sur l'échocardiographie, voilà, ce que vous devez donc retenir, ce sont ces deux paramètres. C'est la surface valvulaire fonctionnelle, d'accord? La surface valvulaire et le gradient de pression entre le VG et l'aorte. Le gradient moyen, bien sûr, de pression entre le VG et l'aorte. Tout à l'heure, je vais vous donner donc quelles sont les valeurs, bien sûr, en cas de rétrécissement vraiment serré. Alors, deuxième point important dans l'évaluation de la sévérité du rétrécissement aortique, c'est le retentissement. Le retentissement du rétrécissement aortique notamment sur le VG, en premier lieu, bien évidemment, sur le ventricule gauche. Donc, aussi bien les dimensions que la fonction cardiaque. Alors, ce qu'il faut savoir également, que la fonction systolique, à la fraction d'éjection, la fonction systolique dans le rétrécissement aortique, elle est longtemps conservée. D'accord, dans le rétrécissement aortique, longtemps conservée. Et si vraiment vous trouvez donc la fraction d'éjection inférieure à 50%, ça signe un stade avancé et le plus souvent, ça impose l'intervention donc opératoire. Docteur, s'il vous plaît, vous pouvez accepter les gens qui attendent. Oui. Merci, je m'excuse. Non, je vous en prie. Ok. Voilà. Donc, je disais que la fonction systolique reste longtemps conservée. Par contre, la fonction diastolique, elle est souvent altérée. Rappelez-vous, tout à l'heure, quand je vous ai dit la physiopathe, on a dit que le rétrécissement aortique, ça entraîne une diminution de la compliance du ventricule gauche. Et donc, le remplissage se fait mal. Et donc, souvent, c'est une fonction diastolique qui est altérée à un stade précoce de la maladie. À côté bien sûr, du retentissement sur le ventricule gauche, donc, bien sûr, on évalue l'hypertrophie du ventricule gauche, la masse myocardique, la dilatation de l'oreillette gauche, d'accord, du fait justement de cette diminution de la compliance du ventricule gauche. On a dit que cette augmentation de pression du ventricule gauche va se transmettre en amont, c'est-à-dire vers l'oreillette gauche. Donc l'oreillette gauche, elle va se dilater, d'accord. On recherche également une IM qui peut être associée, une IM, mais c'est une IM le plus souvent fonctionnelle, c'est-à-dire quand le VG est vraiment dilaté, donc on aura une dilatation de l'anneau mitral, et donc ça sera une IM fonctionnelle. Et enfin, on estime également la pression artérielle pulmonaire systolique, qui normalement, elle devrait être normale au début, c'est-à-dire
dans un RAO, si vous voulez, modéré. Mais quand le RAO est vraiment serré, et surtout quand il est très évolué, donc ça va retentir même sur la circulation pulmonaire. Donc on aura une augmentation de la pression pulmonaire. Alors, à côté bien sûr on a dit que l'échographie permet également d'établir un bilan lésionnel complet. Donc on va rechercher une dilatation de l'aorte ascendante, très importante, une fuite aortique associée, voire même une fuite mitrale, toujours une atteinte valvulaire associée, et on doit rechercher une coarctation de l'aorte. Enfin, on a dit que l'intérêt de l'échographie, c'est la surveillance, et ça s'adresse bien sûr aux patients qui sont asymptomatiques. C'est pour décider du moment de l'indication opératoire. Alors maintenant, au terme de cette évaluation, voilà donc ce qu'il faut retenir. Au terme de cette évaluation, donc on va pouvoir classer la sévérité du récipient aortique en sténose discrète, modérée ou bien sévère. Et voilà, donc ce qui est en rouge ici, c'est important à retenir. Quand est-ce que vous allez parler de rétrécissement aortique serré, sévère, c'est quand le gradient moyen donc est supérieur à 40 mm de mercure, la surface valvulaire inférieure à 1 cm², ou bien inférieur à 1 cm à 0,6 cm² par mètre carré de surface corporelle. C'est ce qu'on appelle la surface indexée par rapport, bien sûr, à la surface corporelle. Bien sûr, si vous avez affaire à une dame de petite taille, etc., bien sûr, elle n'aura pas la même, c'est-à-dire que ce que vous aurez comme surface brute, c'est pas la surface réelle. Donc, il va falloir l'indexer par rapport à la surface. Si elle est de petite taille, il faut absolument l'indexer par rapport à la surface pour obtenir la surface, vraiment la surface exacte, précise. Donc, d'accord? Et bien évidemment, vous aurez également, ça c'est facultatif. Bon, c'est pas tout à fait facultatif parce que déjà le gradient, il dépend de la vitesse. Donc ça marche ensemble, hein, la vélocité et le gradient moyen. Et la vélocité, bien sûr, en général, c'est-à-dire la vélocité du flux aortique au Doppler, bien sûr. La vélocité du flux aortique au Doppler, donc qui dépasse les 4 mètres secondes, d'accord? Donc, il faut retenir ces chiffres-là parce que c'est souvent donc une question classique à l'examen. Donc, on peut vous demander quels sont les paramètres de sévérité du rétrécissement aortique à l'échographie, d'accord? Et quand est-ce qu'on parle d'un rétrécissement aortique vraiment serré? C'est une définition donc échographique, hein, d'accord? Alors, maintenant, à côté de ces examens de première intention, hein, la radio, le CG, l'écho Doppler transthoracique, donc il existe également d'autres examens qu'on va souvent faire appel. Parmi ces examens-là, vous avez la coronarographie. Bon, la coronarographie, elle est presque systématique dans le rétrécissement aortique parce que rappelez-vous, anatomiquement déjà, les coronaires naissent à partir de cette aorte là. Donc toute atteinte donc de l'aorte, donc elle peut entraîner une lésion coronaire associée. Donc c'est pour ça qu'on est il faut souvent pratiquer une coronarographie, d'autant plus qu'il y a d'autres signes, d'autres anomalies. Par exemple, si le patient présente des antécédents de maladie cardiovasculaire, si le patient présente une suspicion d'ischémie myocardique, c'est-à-dire il présente une douleur donc thoracique avec un test d'ischémie, une scintille ou etc. qui est positif, anormal. Une dysfonction systolique du ventricule gauche, il a donc déjà une fraction d'éjection qui est altérée, hein, donc systématique, et bien sûr, devant un homme âgé de plus de 40 ans et une femme après la ménopause, et quand le patient présente au moins un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, devant toutes ces situations, donc la coronarographie s'impose. Elle est le plus souvent systématique dans ce cas-là. Maintenant, à côté de la coronarographie, il y a d'autres examens. Vous avez également l'échographie transœsophagienne. Je pense qu'on vous a parlé dans le rétrécissement mitral, l'intérêt de l'ETO dans le diagnostic des thromboses
notamment de l'oreillette gauche et de l'auricule gauche. Mais là, bien sûr, le but, c'est pas l'oreillette, puisqu'il n'y a pas de retentissement important, significatif sur l'oreillette, mais c'est pour éventuellement, donc deux choses, soit pour réaliser une planimétrie aortique, puisqu'on voit très bien, on voit très bien l'aorte, d'accord, de façon plus nette, d'accord, et ou bien pour étudier l'aorte en cas de dilatation anévrismale de l'aorte. C'est ça le but de. Mais sachez qu'on a recours très peu à cet examen au cours de rétrécissement aortique. Un autre examen, c'est l'échographie d'effort. Alors, l'échographie d'effort, l'intérêt, c'est quoi? C'est surtout pour stratifier le risque chez le patient qui est atteint de rétrécissement aortique serré asymptomatique. D'accord? S'il est asymptomatique, donc c'est-à-dire que si on voit que le gradient, le gradient il est supérieur, on a c'est-à-dire des paramètres qui sont en faveur d'un rétrécissement serré, mais le patient est asymptomatique. Donc, on veut un petit peu mettre en évidence, si vous voulez, apprécier mieux la tolérance de ce rétrécissement aortique, on va lui faire subir une échographie d'effort. Et si on voit qu'il y a une augmentation du gradient de plus de 20 mm de mercure, à l'effort, c'est un signe en faveur vraiment d'un rétrécissement aortique serré, mal toléré, et qu'on peut le faire proposer à l'intervention, bien sûr. Alors, vous avez l'autre examen, c'est l'échographie de stress. L'échographie de stress, donc, c'est quoi? Le plus souvent, on va utiliser de la dobutamine. C'est une drogue qui a surtout un effet inotrope positif, donc elle va permettre d'augmenter la contractilité du ventricule gauche. Alors, c'est quoi le but là? Donc, quand est-ce qu'on va l'utiliser? C'est quand on a vraiment donc une surface aortique donc inférieure à 1 cm², un gradient moyen inférieur à 40 mm de mercure et avec une dysfonction VG. Et bien sûr, là, ça explique pourquoi le gradient est inférieur à 40, parce que le ventricule gauche, il est altéré, la fraction d'éjection, elle est altérée. Le ventricule gauche, tout souvent, est dilaté, et surtout, c'est-à-dire parce que le ventricule gauche ne se contracte pas bien. Et donc, si le ventricule gauche ne se contracte pas bien, c'est normal qu'il n'y aura pas d'augmentation de pression, il n'y aura pas de différence de pression entre le ventricule gauche et l'aorte. Et donc, c'est dans cette situation, c'est-à-dire qu'on ne sait pas parce que c'est vraiment, c'est un rétrécissement, c'est réellement un rétrécissement aortique serré avec une dysfonction VG associée, d'accord? Ou est-ce que c'est un rétrécissement aortique qui est modéré, mais c'est plutôt la dysfonction VG, c'est-à-dire avec une dysfonction associée, c'est-à-dire une cardiomyopathie associée, donc indépendante du rétrécissement aortique. C'est pour ça qu'on va utiliser ce produit, donc cette drogue, pour essayer de solliciter le ventricule gauche. Alors si vraiment on arrive à faire augmenter ce gradient, on va se dire, donc c'est probablement, c'est un rétrécissement qui est serré, qui est arrivé au stade de dysfonction VG. Mais si cette drogue ne fait rien, c'est-à-dire ne va pas changer les paramètres, le gradient ne va pas augmenter, ça veut dire que c'est un myocarde qui est malade. C'est une cardiomyopathie malade, indépendante du rétrécissement aortique. Donc le problème n'est pas réellement le rétrécissement aortique, mais c'est la cardiomyopathie. D'accord? Vous m'avez compris ou pas? Pas vraiment, monsieur. Comment? Pas vraiment. Pas vraiment, d'accord. Bon, en tout cas, c'est ultra spécialisé. Généralement, vous n'êtes pas censé connaître vraiment l'échographie, l'intérêt de l'échographie, mais au moins vous comprenez un peu le principe. Pourquoi on utilise cette échographie? Ce qu'il faut retenir, c'est que on l'utilise en cas de rétrécissement aortique serré avec dysfonction VG, avec une fraction, c'est-à-dire un VG qui est dilaté, une fraction d'éjection abaissée. C'est à cette situation où on doit discuter éventuellement cet examen. Pourquoi? C'est pour voir est-ce qu'on est face vraiment à un rétrécissement aortique serré, avec, c'est-à-dire un stade évolué avec dysfonction VG, ou est-ce que c'est un rétrécissement aortique
non serré, modéré, avec une cardiomyopathie dilatée, avec vraiment une maladie du muscle cardiaque, indépendante du rétrécissement aortique. Je pense que j'étais clair. D'accord? C'est ça l'intérêt, c'est pour différencier, pour voir est-ce que réellement il y a un bénéfice à opérer ces patients ou pas. D'accord? D'autres examens, le CG d'effort. Alors le CG d'effort, par contre, c'est important de savoir que normalement, le CG d'effort, il est formellement contre-indiqué si le RAO est symptomatique. Bien sûr, à quoi sert de faire une épreuve d'effort alors que le patient se plaint de symptômes à l'effort. Donc pourquoi donc vous allez lui faire subir de l'effort, puisqu'on sait que déjà il est symptomatique à l'effort. D'accord? Donc, attention, l'épreuve d'effort, on peut le faire chez le patient asymptomatique. Ça, c'est très important. Alors, pourquoi on le fait? C'est ou bien pour démasquer la symptomatologie, parce que souvent les patients ne rapportent pas ou ne savent pas bien rapporter leur symptomatologie. Donc, l'épreuve d'effort, elle va permettre justement de démasquer la symptomatologie, d'une part. D'autre part, elle permettra de rechercher des signes de gravité. Par exemple, si le patient présente une hypotension à l'effort, s'il présente une arythmie ventriculaire pendant l'effort, ça c'est un signe de gravité. Donc qu'il va falloir prendre en considération dans la décision opératoire ou pas du patient. D'accord? Ça c'est important. Donc rappelez-vous, il faut tenir ça. L'épreuve d'effort, elle est contre-indiquée en cas de rétrécissement aortique symptomatique. Mais chez le patient asymptomatique, on peut la faire justement soit pour démasquer la symptomatologie, soit pour rechercher les signes de gravité. D'accord? Autre examen, c'est le scanner cardiaque. Le scanner cardiaque, et ça c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu les examens récents, les examens qui ont un peu amélioré la prise en charge de ces patients et le diagnostic et la prise en charge. Donc, le scanner, alors l'intérêt c'est quoi? C'est de mesurer l'aorte ascendante et surtout, ça permet de mesurer le diamètre sous-aortique avant de procéder à un geste interventionnel. On va en parler tout à l'heure parce que c'est un peu l'actualité. Vous savez que maintenant, depuis quelques années, le rétrécissement aortique a bénéficié d'un traitement non chirurgical, d'un traitement interventionnel qu'on appelle le TAVI. C'est l'implantation d'une valve biologique par cathétérisme interventionnel. D'accord? On n'a pas besoin donc de faire une chirurgie. D'accord? Et donc depuis cette technique, le développement de cette technique, donc le scanner, il est important pour mesurer le diamètre, donc pour pouvoir choisir la valve qui convient à ce patient. D'accord? Alors, l'autre élément important du scanner, c'est la mesure du score calcique. Score calcique, maintenant, on en parle beaucoup parce que, rappelez-vous toujours les classifications, ce phénomène de classification qui est très important dans le rétrécissement dégénératif. Et donc, plus le rétrécissement est serré et plus le score calcique, c'est-à-dire le degré de calcification est important. Et donc, ils ont même proposé des seuils, ce qu'on appelle des cut-offs. Donc, à partir de quelle valeur on va considérer que le rétrécissement aortique est vraiment serré. Donc, vous voyez, donc c'est à partir de... alors, je ne sais pas si vous êtes toujours avec moi là, parce que j'ai perdu la... Oui. Toujours? On vous entend. Non, c'est important de me voir. Alors, attendez, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas grave de ne pas me voir? Parce que c'est important, hein, c'est... Parfois, Ah, d'accord. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce qui se passe là? Bon, en tout cas, vous voyez la diapositive? Vous voyez la diapositive? Oui, on la voit. Ok, donc je poursuis.
Alors, attendez, démarrer voilà, la vidéo. Eh ben, voilà. Vous me voyez maintenant. Oui, ok. Très bien. Alors, je disais, donc, ce score plus, donc le score, par exemple, à partir de 1200 unités chez la femme et 2000 unités chez l'homme, on considère que le rétrécissement est vraiment serré. Et pour un score inférieur à 500 unités, ça permet donc d'exclure le rétrécissement serré. D'accord? Et enfin, depuis quelques années, justement, on parle du BNP, le dosage du BNP. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Le BNP, c'est un marqueur de l'insuffisance cardiaque, d'accord? Et donc ce marqueur va augmenter au cours de l'insuffisance cardiaque. Parce que juste brièvement, dans l'insuffisance cardiaque, il y a donc l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Et en même temps, donc il y a l'activation du système vasoconstricteur et vous avez en même temps donc un système vasodilatateur qui est représenté par les peptides natriuréolitiques et parmi lesquels justement c'est le BNP et le NT-proBNP. Alors justement en cas de dilatation du ventricule gauche, notamment dans l'insuffisance cardiaque, il y a une sécrétion, une hypersécrétion de ces peptides. Alors pourquoi? L'intérêt, ces peptides ont un effet vasodilatateur. C'est pour un peu parce que l'insuffisance cardiaque, finalement, vous allez voir ça dans le cours, l'insuffisance cardiaque, elle est liée à l'effet vasoconstricteur. Parce que dans l'insuffisance cardiaque, il y a une prédominance de l'effet vasoconstricteur sur l'effet vasodilatateur. Et donc le BNP, s'il vous plaît, c'est pas le moment de théâtre, hein, s'il vous plaît. Il y a des parasites là. Alors, comment faire pour éteindre les... Vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord? Donc, je disais, le BNP augmente au cas d'insuffisance cardiaque. Eh bien, ici, il a été constaté que les patients atteints de rétrécissement aortique présentent souvent serré, quand il est vraiment rétrécissement aortique serré, donc ils ont, pour ceux qui présentent une augmentation du taux de BNP, ils ont un pronostic plus engagé que les patients qui n'ont pas de BNP élevé. Voilà. Donc c'est pour ça que dorénavant ça a été pris en considération dans l'évaluation de la sévérité du retentissement du rétrécissement aortique chez ces patients-là. Donc, si vous trouvez un BNP qui est très élevé, au-delà de 3 fois la valeur normale, ben c'est un élément à prendre en considération dans la prise de décision, donc d'opérer le patient ou pas. Particulièrement, bien sûr, je parle des patients toujours asymptomatiques. Tout ça, c'est valable pour les patients asymptomatiques. Parce que quand il est symptomatique, le plus souvent, il n'y a pas de problème. Donc, il faut proposer l'intervention. Le problème se pose quand il est asymptomatique, qu'on n'arrive pas à décider est-ce qu'il va falloir opérer ou pas. Et donc, ces examens-là pourront vraiment être utiles donc dans la prise de décision. D'accord? Alors, maintenant on arrive à l'évolution et aux complications. Donc, thorax serré symptomatique, non opéré, donc présente un pronostic sévère. Ça, vous l'avez vu sur la courbe, ce virage brutal de la courbe. Donc, à partir du moment que le patient devient symptomatique, donc c'est vraiment, il est à haut risque. Il devient à haut risque de mourir. D'accord? Alors, maintenant, pour le RAC, pour le rétrécissement serré asymptomatique, bon, certes, le risque de mort subite est faible, mais sachez que quand même, au sein de ce groupe de patients asymptomatiques, il y a certains qui progressent rapidement, il y a d'autres qui progressent lentement. Ça, c'est important de connaître un peu donc la différence. Bon, quand est-ce qu'on parle de progression rapide? C'est quand il y a une diminution de la surface valvulaire de plus de 0,3 cm² par an. Et progresseur lent, c'est quand la surface est inférieure, diminue de plus de 0,02 cm² par an. Donc c'est une progression lente, d'accord? Et parmi les facteurs de progression rapide,
on a la présence d'une atteinte coronaire associée, l'âge avancé, les facteurs de risque, l'hypertension, le tabac, la dyslipidémie, la présence de calcification. Donc, on a dit que plus le score calcifique est élevé, et plus, bien sûr, c'est un facteur de progression rapide. Et la fraction d'éjection également, quand elle est inférieure à 50%, c'est un facteur également. Donc, ça va vous permettre de dire que ce patient, il risque de progresser rapidement. Donc, il vaut mieux l'opérer donc rapidement que de laisser, que d'attendre. De toute façon, il va développer sa symptomatologie rapidement. Donc, il vaut mieux le prendre en charge rapidement. Alors maintenant, quelles sont les complications de rétrécissement aortique? Donc, on a évoqué tout à l'heure le risque de mort subite, c'est la complication la plus redoutable. Il faut retenir cette courbe-là en tête, c'est important, parce que ça va vous permettre d'apprécier vraiment le risque de mort subite chez ces patients selon la symptomatologie. Le risque, bien sûr, il y a le risque d'insuffisance cardiaque. Donc, ce fameux mécanisme d'adaptation qu'on avait évoqué tout à l'heure, la SVG, c'est un mécanisme qui est limité dans le temps. Donc, à un moment donné, après de longues sur l'hypertrophie, et donc le patient va finir par développer de l'insuffisance cardiaque. Des troubles de la conduction, les troubles de la conduction, le BAV, c'est fréquent le BAV au cours du rétrécissement aortique par cette extension des calcifications vers le septum interventriculaire. Troubles du rythme, la fibrillation atriale, il faut également guetter cette arythmie qui est très mal tolérée chez ces patients-là. L'endocardite infectieuse, c'est rare, c'est pas comme l'insuffisance aortique. L'embolie calcaire, on en a parlé, il faut toujours avoir en tête ça parce que c'est un bloc calcaire, des embolies calcaires peuvent facilement boucher une artère cérébrale, rétinienne ou périphérique. Des saignements digestifs également. Alors maintenant on arrive, je pense, au traitement dans le dernier chapitre. Bien sûr, le traitement, les moyens, le traitement de référence du rétrécissement aortique, c'est le traitement donc bien sûr chirurgical. C'est le traitement chirurgical. Et vous voyez ici cette plaque, elle est vraiment très parlante puisque elle vous donne la survie des patients qui ont été opérés par rapport aux patients qui n'ont pas été opérés. Et vous voyez que la courbe, les deux courbes se divergent énormément. Donc, le pronostic des patients opérés est meilleur par rapport aux patients, bien sûr, non opérés. Ça, c'est une évidence. Et maintenant, bien sûr, il faut savoir que le traitement chirurgical consiste donc à faire donc un remplacement valvulaire. Donc, on doit, c'est-à-dire enlever la valve, si vous voulez, native, exérèse de la valve native, et on mettra donc une valve, soit une valve mécanique, d'accord, soit une valve biologique. Alors, je sais pas si vous connaissez déjà les avantages et les inconvénients de chacune des prothèses. Pour les prothèses mécaniques, ça dure plus longtemps, ils sont plus durables, parce que c'est du métal, etc. Ils sont plus durables. Mais attention, l'inconvénient, c'est qu'ils nécessitent un traitement anticoagulant à vie. Et donc, vous connaissez un peu les contraintes, les risques du traitement anticoagulant à vie. Par contre, les bioprothèses, donc, ils ont l'avantage justement de ne pas nécessiter un traitement anticoagulant, mais malheureusement, ils sont limités donc par leur durée de vie. Leur durée de vie est limitée donc par le processus de dégénérescence. En général, c'est au bout de 10-15 ans que ça commence à se dégénérer, mais en fait, ça varie d'une personne à une autre, ça varie en fonction de certains facteurs. Donc, il y a certaines situations, les patients avec insuffisance rénale, les femmes enceintes, les sujets bien sûr jeunes, plus le sujet est jeune surtout, c'est ça le facteur important. Plus le sujet est jeune et plus le phénomène de dégénérescence va être un peu rapide. Et donc, maintenant, c'est important de savoir le choix de la prothèse. C'est-à-dire, vous avez un sujet, alors quels sont les facteurs de choix, si vous voulez, qu'on doit prendre en considération? D'abord, le facteur le plus déterminant, c'est l'âge. D'accord? C'est l'âge. Donc, il faut savoir que la dégénérescence est d'autant plus rapide que le patient est jeune. Donc, quand le patient a moins de 60 ans, donc là,
Donc, le risque de dégénérescence est important. Donc, il vaut mieux mettre une prothèse mécanique. Ça, il n'y a pas de discussion. Quand le patient a plus de 65 ans, à partir de là, on considère que, bon, la survie, elle est la moyenne d'âge, elle est de 75-80. Donc, on a quand même 15-20 ans. Donc, on peut se permettre, parce qu'il y a certains, surtout les bioprothèses de dernière génération, donc peuvent durer jusqu'à 25 ans à 30 ans. Il y a certains qui peuvent durer. Donc, à partir de cet âge-là, on peut facilement proposer une bioprothèse. Maintenant, entre 60 et 65 ans, donc on a le choix. On peut choisir soit une prothèse mécanique, soit une bioprothèse. Et là, on doit discuter, on doit avec le patient, et on doit peut-être également tenir compte d'autres facteurs, la présence d'autres facteurs. Par exemple, pour la grossesse, une femme enceinte, bien sûr, il vaut mieux lui mettre une bioprothèse parce que le maniement, la gestion du traitement anticoagulant au cours de la grossesse vraiment pose un problème. Alors, deuxième facteur, c'est le rythme cardiaque. Si le patient déjà il est en arythmie cardiaque, donc ça justifie la mise en route du traitement anticoagulant. Donc, si le patient il nécessite un traitement anticoagulant, autant lui mettre bien sûr une prothèse mécanique, puisque de toute façon, il va prendre son traitement anticoagulant. L'autre situation, c'est quand vraiment il faut également évaluer les possibilités et les risques d'un traitement par antivitaminique. Ça c'est important. C'est-à-dire il faut voir si le patient il a vraiment il pourra suivre son traitement. Est-ce qu'il peut se faire contrôler régulièrement? Est-ce que il faut discuter de tout ça, le mode de vie du patient, etc. Donc il faut le prendre en considération dans le choix pratiquement de la prothèse. Alors, et là, je vous ai mis l'INR. Alors, l'INR cible des prothèses mécaniques, c'est combien l'INR cible? Alors, il y a deux facteurs qui rentrent en jeu. Vous avez donc la prothèse, le type de prothèse qui va rentrer en jeu, et puis le deuxième élément, c'est les facteurs de risque liés au patient. Et je vous ai mis ici les facteurs de risque donc liés au patient. Par exemple, un patient qui a déjà un remplacement valvulaire mitral ou tricuspide, un patient qui a déjà fait un accident thromboembolique, un patient qui est en fibrillation atriale, un patient qui présente un rétrécissement mitral associé, quel que soit le degré d'intensité, et puis un patient qui a une fraction d'éjection inférieure à 35%. Donc tous ces facteurs-là sont des facteurs de risque de thromboembolique. Et donc, vous voyez ici, par exemple, chez un patient qui n'a aucun de ces facteurs-là que je viens de citer, donc l'INR doit varier, doit aller de 2,5 à 3,5 selon le type de prothèse. Par exemple, si je prends une prothèse de type Saint-Jude, celle-là, Saint-Jude ou bien Medtronic, c'est une prothèse qui est moins thrombogène. Elle est moins thrombogène. C'est pour ça que là, je n'ai pas besoin d'un INR très élevé, donc 2,5 me suffit. Par contre, si je choisis une prothèse de type Star, donc c'est une prothèse sous forme de cage avec une bille à l'intérieur, ou bien celle-là, Bjork par exemple, ces prothèses-là sont connues par leur thrombogénicité, donc potentielle. Et donc l'INR doit être au minimum de 3,5. Donc c'est très, très important. Mais vous voyez que quand il suffit qu'il y ait un seul facteur de risque de plus, l'INR va encore être on doit être plus exigeant. Donc l'INR doit varier de 3 associés selon le type de prothèse associée, etc. Je pense que vous m'avez bien compris là. Il n'y a pas de question. Oui, bien. Ok. D'accord, on avance. Donc, le traitement chirurgical, donc à côté du traitement chirurgical qui est le traitement de référence, j'ai dit que
je dirais 10, 15 ans, s'est développée une technique qui est formidable. C'est donc une technique interventionnelle. Donc c'est l'implantation d'une valve biologique. Vous voyez, donc voici, j'ai mis un peu les différents modèles de valves biologiques utilisées au cours de cette technique. Donc c'est une technique interventionnelle. Donc, on n'a pas besoin. Donc, généralement, on va aller à travers l'artère fémorale, donc par la voie fémorale ou bien là, par la voie sous-clavière, etc. Et on doit, vous voyez ici, donc on va utiliser un ballon, on va gonfler un ballon, d'accord? Et puis, on va larguer la prothèse, la prothèse biologique. Donc là, finalement, c'est pas comme dans le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, on doit donc pratiquer une exérèse de la valve. Là, on va pas pratiquer une exérèse, on va conserver, on va laisser, si vous voulez, la valve native du patient, sauf qu'on doit mettre un coup de ballon, hein, on doit gonfler, si vous voulez, un peu le ballon, écraser un peu pour élargir un peu l'orifice aortique et puis on va larguer la valve, hein, la valve biologique, voilà, vous voyez, et qui est entourée de ce métal, hein, qui empêche, c'est comme les stents, hein, utilisés dans donc dans une coronaire, bah c'est pareil. Donc ce bout de métal tout autour de la prothèse permet en quelque sorte d'empêcher la rosténose aortique, de l'orifice aortique. Alors maintenant, quelles sont les indications, c'est-à-dire dans quelle situation vraiment on doit proposer cette technique. Alors, ce qu'il faut retenir, la première des choses, c'est que cette technique, le TAVI, qu'on appelle le TAVI, s'adresse surtout en cas de rétrécissement aortique serré symptomatique. Ça, c'est important. C'est-à-dire, pour le moment, c'est-à-dire selon les données de la science, des études qui ont été faites, etc. Donc, cette technique ne s'adresse qu'aux patients symptomatiques parce qu'on ne sait pas encore, on attend encore les résultats, on n'a pas encore les résultats, si vous voulez, des études qui valident cette technique chez les patients qui sont asymptomatiques. Pour le moment, chez les patients asymptomatiques, le seul traitement qu'on doit leur proposer, c'est le traitement chirurgical. Donc, le TAVI s'adresse aux patients symptomatiques. Parce que là, c'est clair. Alors maintenant, bien sûr, dans quelle situation on doit privilégier le TAVI, c'est quand le patient présente un haut risque chirurgical. Quand le patient présente des comorbidités sévères, d'accord, une insuffisance respiratoire chronique, donc une insuffisance rénale chronique, une insuffisance hépatique, etc. Donc c'est un patient qui est très malade en quelque sorte, très fragile, et donc on peut leur proposer. Donc très bien. Donc parce qu'il reste pas grand-chose là pour terminer, et en même temps pour répondre à vos questions éventuellement. Docteur, s'il vous plaît, acceptez-le. Oui, d'accord, oui, c'est ce qu'on sera en train de faire. Alors, je disais, donc on parlait un peu du TAVI, des indications du TAVI. Donc, on a dit, je vous rappelle, donc cette technique s'adresse surtout aux patients symptomatiques. Donc, on a dit donc les patients également à haut risque chirurgical, patients avec comorbidité sévère, certaines situations anatomiques, par exemple des patients qui souffrent d'une kyphoscoliose importante, etc. Donc, c'est pas évident de les opérer, ces patients-là, donc on va leur proposer le TAVI. Également une situation anatomique, c'est l'aorte. Quand l'aorte elle est en porcelaine, ça va poser problème hein, au cours du clampage, au cours de l'intervention chirurgicale. Et ces patients-là, donc relève plutôt du TAVI que de la chirurgie, par exemple. Les patients aux antécédents de radiothérapie, hein, ceux qui ont bénéficié d'une radiothérapie thoracique, vous voyez que la radiothérapie, c'est vraiment ça rend
donc la paroi notamment la peau, elle devient très cartonnée et même c'est-à-dire la partie sous-cutanée, etc. Donc c'est très difficile d'opérer ces patients. Donc on leur propose des TAVI et également des patients souffrant de cirrhose hépatique. Voilà les situations qui sont plutôt favorables et donc au TAVI qu'au traitement chirurgical. Alors, maintenant, on arrive au traitement médical. Alors, quelle est la place du traitement médical? Vous allez me dire, bien sûr, c'est un obstacle, c'est purement mécanique, le rétrécissement aortique. Donc, le traitement médical ne va pas être vraiment très utile si ce n'est pas un traitement à but palliatif utilisé, on a dit, notamment chez les patients qui ont une contre-indication donc à la chirurgie ou au TAVI, donc, etc. Donc, ça consiste à quoi? Le traitement médical, c'est un peu les règles hygiéno-diététiques. Il faut éviter les efforts physiques vigoureux, donc régime pauvre en sel, parce que c'est des patients qui risquent de faire de l'insuffisance cardiaque. Utiliser des diurétiques éventuellement si on a des signes de congestion, hein, mais attention, il faut les utiliser avec prudence, parce que ça fait baisser. N'oubliez pas que ces patients-là ont déjà des pressions artérielles qui sont très basses, et donc utiliser des diurétiques comme ça donc risque d'aggraver l'hypotension de ces patients. Donc c'est des médicaments qui sont généralement mal tolérés chez ces patients-là. Il faut également faire attention aux agents vasodilatateurs. Il faut faire attention, très attention aux agents vasodilatateurs parce que ça entraîne également une baisse de la pression artérielle. Déjà, ces patients présentent déjà une baisse de la pression artérielle, donc vous allez encore aggraver leur symptomatologie. Et bien évidemment, chez les patients qui présentent des signes d'insuffisance cardiaque, vous pouvez utiliser les médicaments qu'on utilise généralement, habituellement au cours de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire les IEC, les inhibiteurs d'enzymes de conversion, les antagonistes des récepteurs d'angiotensine 2, d'anti-aldostérone, mais en essayant d'éviter également les bêta-bloquants. Donc vous voyez que le traitement médical est très mal toléré chez ces patients-là. Donc, il faut éviter autant que possible ce traitement. Donc, c'est chez ces patients-là. Mais attention, si vraiment ils présentent une hypertension, il faut traiter cette hypertension, d'accord, en évitant bien évidemment d'aller vers une hypotension. Et surtout, il faut essayer de maintenir le rythme sinusal chez ces patients. On avait évoqué tout à l'heure donc le problème de la fibrillation atriale qui va amputer le débit cardiaque, et souvent c'est donc l'arythmie, elle est très mal tolérée chez ces patients-là. Donc il faut absolument essayer d'éviter donc la survenue de cette arythmie chez ces patients-là. Donc on peut leur donner donc des traitements antiarythmiques pour éviter la survenue de cette arythmie. Maintenant, c'est l'avant-dernière plaque. Ça résume un peu les indications et les recommandations de la société savante, notamment la société européenne de cardiologie, dans la prise en charge de ces patients-là. Ça, c'est un peu, si vous voulez, ce qui devrait se faire. Théoriquement, c'est un peu l'idéal. C'est la prise en charge idéale du rétrécissement aortique. Alors, pour vous résumer, si le patient présente des symptômes, voilà, donc on va se concentrer donc sur ce cadran-là, à droite de cette diapositive. Si le patient donc est symptomatique, là, bien sûr, si on trouve que le patient est quand même n'est pas très fragile, n'est pas très malade, disons, donc il n'a pas de comorbidité très importante, si on voit qu'il y a vraiment un bénéfice à opérer ce patient, donc on va tout de suite après évaluer le risque, son risque chirurgical, et voir si on se trouve devant des situations favorables donc au TAVI. Alors, si le risque est bas, si on ne se trouve pas devant des situations favorables donc au TAVI, là, hop, donc il faut absolument proposer donc le traitement chirurgical. D'accord ? Maintenant, si on se trouve dans la situation où le patient présente un risque opératoire
plus ou moins élevé, ou bien si on se trouve devant une situation plutôt favorable au TAVI, là, on doit discuter quand même. C'est-à-dire on va évaluer si vous voulez, donc la possibilité technique chez ce patient et on doit évaluer la balance bénéfice-risque. C'est-à-dire de la chirurgie et et du TAVI. Et on doit choisir, bien sûr. Et donc, à partir de là, c'est-à-dire dans cette situation, on a le choix. On a le choix entre le traitement chirurgical et le TAVI. D'accord? Maintenant, bien évidemment, si le patient est vraiment, il est très fragile, il est très malade, il présente de fortes comorbidité. Donc, si on voit que le bénéfice n'est pas probable, hein, on va pas tirer, le patient ne va pas vraiment tirer bénéfice de cette intervention, que ce soit la chirurgie, que ce soit le TAVI. Là, il vaut mieux laisser le patient sur traitement médical. D'accord? Alors, dans le cas où le patient reste asymptomatique, le premier élément à évaluer, c'est la fraction d'éjection. Si cette fraction d'éjection est inférieure à 50%, donc on doit absolument proposer au patient le traitement chirurgical. D'accord? Si la fraction d'éjection reste supérieure à 50%, on doit leur faire subir une épreuve d'effort chez ces patients, puisqu'on est dans le cas où le patient est asymptomatique. Donc, ça pose pas de problème. C'est pas une contre-indication. Donc, on peut leur faire une épreuve d'effort. Donc, si le patient développe des symptômes au cours de l'épreuve d'effort, ou s'il présente des signes de gravité, c'est-à-dire qu'il fait baisser sa tension artérielle, ou il a une arythmie ventriculaire qui se développe, là, également, si c'est positif, on doit proposer le patient donc à la chirurgie. Et c'est la chirurgie, c'est pas le TAVI. N'oubliez pas, en cas de RAO asymptomatique, donc le TAVI ne se discute pas. Donc on a le seul traitement qu'on peut proposer aux patients, c'est le traitement chirurgical. Ça, il faut le retenir. Maintenant, si vraiment l'épreuve d'effort elle revient normale, donc une fraction d'éjection normale et une épreuve d'effort normale, là on va rechercher d'autres facteurs de risque. Et c'est là, donc, pour vous rappeler des examens complémentaires qu'on avait discuté tout à l'heure, c'est-à-dire le scanner, le BNP, hein, le taux de BNP, le marqueur de l'insuffisance cardiaque. Donc là, ça devient utile pour voir est-ce que ce patient-là, il est vraiment à haut risque et je dois l'opérer, ou est-ce que vraiment il n'est pas à haut risque. Donc je dois laisser, je me contente de surveiller ce patient-là et de le réévaluer. D'accord? Réévaluer dans 6 mois, ou bien le réévaluer en cas d'apparition de symptômes. Vous pouvez Oui. accepter les autres participants. Oui. Ah oui, c'est vrai, je les ai oubliés. Alors, la dernière plaque, c'est la prévention, bien évidemment. Bien sûr, prévention de quoi? Donc, c'est un rétrécissement aortique le plus souvent, vous avez vu, donc c'est un peu lié au vieillissement. C'est beaucoup plus lié au vieillissement, dans la forme, bien sûr, dégénérative, mais bien sûr, dans la forme rhumatismale, c'est important d'envisager la prophylaxie du rhumatisme articulaire aigu. Bon, ça c'est, vous avez tout un cours, vous avez fait le cours. Donc, en cas d'atteinte rhumatismale, il faut appliquer les mesures de prophylaxie rhumatismale. Maintenant, bien sûr, ce qui est important, et ça c'est valable pour tous les patients, pour c'est-à-dire les étiologies rhumatismales, dégénératives ou autres, c'est la prophylaxie de l'endocardite infectieuse. Donc, elle doit être surtout envisagée lors d'une intervention à haut risque chez les patients qui ont des prothèses valvulaires, y compris percutanées, c'est-à-dire même le TAVI. Les patients qui ont bénéficié d'un TAVI doivent également bénéficier de cette prophylaxie de l'endocardite infectieuse. D'accord? Et bien sûr, chez ceux qui ont un antécédent d'endocardite infectieuse. Et pour rappel, d'ailleurs, vous allez faire ça dans le cours de l'endocardite
docteur? Docteur, vous êtes là? Oui, c'est bon. Non, on ne va pas vous appeler. C'est bon maintenant? Oui. Oui, c'est Oui, bon, oui. docteur. Très bien. Oui, c'est bon. Donc, je disais, donc la prophylaxie de l'endocardite infectieuse s'adresse aux patients qui sont porteurs de prothèses valvulaires, y compris percutanées, ou bien qui ont bénéficié de réparation valvulaire, c'est-à-dire sans mise en place d'une prothèse, et les patients qui ont déjà un antécédent d'endocardite infectieuse. La troisième indication, c'est les patients qui ont des cardiopathies congénitales, cyanogènes ou pas. D'accord, c'est les trois situations vraiment qui vous obligent en quelque sorte d'appliquer donc la prophylaxie de l'endocardite infectieuse. D'accord? Voilà, je pense que j'ai terminé et d'ailleurs je pense que Dr Boudrifa vous a envoyé le polycopier. Est-ce que vous avez le polycopier? Oui. Très bien. Maintenant, j'attends vos questions. Si vous avez des questions. Alors sinon, vous allez essayer de me taper, de me taper vos questions sur l'écran, comme ça, je vais essayer de répondre. Docteur, Alors j'entends. Oui. Il y a une étudiante qui vous a demandé d'ouvrir les classifications de la valve aortique. D'où viennent les classifications de la valve aortique? Ah, c'est une question très, très, très difficile. C'est des dépôts calcaires, justement, c'est un peu, il y a une anomalie, métabolisme classique chez ces patients-là, d'accord? Et le vieillissement, au cours du vieillissement, ce processus de classification se majore. Donc il y a des anomalies du métabolisme classique chez ces patients-là, d'une part. D'autre part, il y a des contraintes mécaniques. D'accord? Par exemple, en cas de bicuspidie, en cas de justement d'atteinte rhumatismale, ou bien même donc parce que le processus de classification, généralement, il commence tôt. Il commence tôt dans la vie et c'est avec le temps qu'il va s'intensifier, etc. Bien sûr, et bien sûr, toujours c'est en rapport avec des anomalies du métabolisme calcique chez ces patients-là. C'est ça qui fait accélérer beaucoup plus le processus de calcification chez ces patients-là. Autre question? Bon, mais voilà, je m'attendais pas à cette question. Vraiment, hein, c'est pas bête de votre part, hein. Docteur, il y a une autre étudiante qui vous demande par quel mécanisme le rétrécissement aortique peut être à l'origine de l'angiodysplasie. Ah, ça franchement, c'est une constatation, c'est-à-dire que ils ont constaté que statistiquement, les patients qui font, bon, ils ont essayé de comprendre, parce que le mécanisme n'est pas bien élucidé, mais ils ont essayé de comprendre pourquoi ces patients-là font des hémorragies digestives. Donc, ils ont constaté qu'ils avaient justement des malformations vasculaires, des malformations vasculaires au sein de leur tube, de leur système digestif.
Mais en plus, il n'y a pas que ça. Il y a également, ces patients-là on a dit qu'ils présentent des anomalies du facteur de Willebrand qui intervient dans l'hémostase. Rappelez-vous, l'hémostase primaire donc c'est pour ça que ça favorise un peu le saignement donc chez ces patients-là. Et de façon vraiment paradoxale, c'est un peu étonnant, on n'arrive toujours pas à expliquer. Donc, une fois que le patient est opéré, une fois que le problème du RAO a été réglé, corrigé, donc ces patients ne feront plus d'hémorragie digestive. Voilà, donc c'est une constatation. Et franchement, on n'a pas le mécanisme exact de ces anomalies. Autre question? Oui, docteur. Il y a une autre étudiante qui vous demande à propos de la coronographie, est-ce qu'elle est systématique en cas de rétrécissement aortique ou bien est-ce que c'est un examen de deuxième intention? Je dirais qu'elle doit être systématique, pratiquement, mais surtout, bien sûr, ça dépend également des facteurs de risque. Par exemple, si le patient il est vraiment jeune, si le patient est jeune, s'il n'y a pas d'autres facteurs de risque d'athérosclérose, si vraiment il est asymptomatique, il présente pas de douleur thoracique, etc. Là, effectivement, je dirais que c'est pas vraiment systématique chez ce patient-là. Mais comme c'est une pathologie du sujet âgé, d'accord, le plus souvent, plus fréquemment, c'est sujet âgé, qui a plusieurs facteurs de risque, qui a d'autres comorbidités, etc. Donc, franchement, ces patients, ça devient systématique. Je dirais que, voilà, ces patients âgés, c'est systématique. Ces patients jeunes, ça dépend des facteurs de risque, ça dépend du contexte. Est-ce que vraiment il a des douleurs thoraciques? Est-ce que, d'accord, voilà. Donc, c'est plutôt systématique chez le sujet âgé et plutôt plus ou moins ces sujets jeunes, en fonction bien sûr des autres facteurs et du contexte. D'accord, merci pour ça. Il y a une autre question. Qu'est-ce qui amène un patient asymptomatique à consulter? Comment? Qu'est-ce qui amène un patient asymptomatique à consulter? Ah, très bien, très bonne question, oui. Effectivement, pour autre chose. Peut-être c'est une consultation d'embauche. Peut-être c'est un patient qui a d'autres facteurs de risque. Par exemple, il est hypertendu, diabétique. Il consulte pour un contrôle. Donc en examinant le patient, on va trouver un souffle systolique chez ce patient-là. Et à partir de là, on fait une échographie. D'abord, on fait une ECG. Peut-être qu'on va tomber sur une HVG, d'accord. Et en faisant l'échographie, on va mettre en évidence le rétrécissement aortique, d'accord. Et là, à partir de là, effectivement, s'il est vraiment asymptomatique, là, on va effectivement pratiquer les autres examens pour essayer de démasquer, de vérifier d'abord est-ce que réellement le patient est asymptomatique, parce qu'il y a des patients qui vous cachent leur symptomatologie, qui veulent pas vous, d'accord. Donc si vous faites l'échographie, vous allez voir est-ce que c'est réellement un rétrécissement aortique qui est très serré ou pas. Déjà, c'est important. Et puis, si vraiment le patient, vraiment il est asymptomatique, on peut lui faire subir une épreuve d'effort, simple. Et puis tout de suite, vous pouvez savoir est-ce qu'il est vraiment réellement symptomatique au cours de l'épreuve d'effort. Donc, s'il développe une symptomatologie, si sa tension baisse, vous êtes sûr que c'est un patient quand même à haut risque. C'est donc c'est-à-dire d'évoluer vers la forme grave. D'accord, merci. Il y a aussi d'autres questions. Comment le rétrécissement aortique peut évoluer en bloc auriculo-ventriculaire? C'est ça, c'est l'intensification, la majoration du phénomène de calcification.
parce que ça, il va prendre de l'ampleur. Ce phénomène de calcification va prendre de l'ampleur et il va donc il va occuper tout l'orifice pour former ce qu'on appelle le bloc calcaire. D'accord? D'accord. Et il y a une autre question, c'est pourquoi l'ANCUP est absente à l'ECG au cours de l'HVG? Ah, bon, au cours de l'HVG, au cours de l'HVG systolique. Ça, je peux pas vous l'expliquer. Il faut vous illustrer par un schéma. Je vous conseille de revoir le CG, comment interpréter l'électrocardiogramme, parce que c'est très bien expliqué, d'accord? Parce qu'il faut revoir un peu comment se fait la dépolarisation, etc. pour comprendre. Je peux pas vous expliquer comme ça. Il faut vous schématiser. Vous trouvez ça dans le livre Comment interpréter l'électrocardiogramme, ou bien vous trouvez ça également dans le Dubin. Le CG facile, hein, le Dubin, donc je pense qu'il est connu. Vous pouvez avoir l'explication de. D'autres questions? Oui, il y a d'autres questions. Alors, comment le rétrécissement aortique, non, excusez-moi. Est-ce que l'INR cible pour les prothèses mécaniques en position aortique est le même en position mitrale? Pardon, est-ce que l'INR cible pour les prothèses mécaniques en position aortique est le même en position mitrale? Bonne question. Effectivement, c'est pas le même. Tout à fait. Parce que là, j'ai pas voulu, puisque l'objet c'est le rétrécissement aortique. Bon, restons à l'orifice aortique. D'accord? J'ai pas voulu vous parler de l'orifice mitral. Mais effectivement, la position de la prothèse donc est à considérer, puisque la position mitrale, elle est plus thrombogène que la position aortique, parce que au niveau mitral, c'est un milieu à basse pression, donc le sang il a tendance à stagner, d'accord? Contrairement l'orifice aortique, donc c'est un milieu à haute pression, donc le sang circule de façon continue, donc puisque c'est à haute pression, et donc le sang il a tendance à moins se thromboser à ce niveau-là. C'est pour ça que l'INR exigeant en position mitrale n'est pas le même qu'en position aortique, c'est clair. Donc c'est en position mitrale, on doit être plus exigeant. Donc c'est minimum 3,5 en position mitrale. Alors qu'en position aortique, c'est-à-dire on peut commencer à partir de 2,5, pour ne pas dire, c'est-à-dire on peut commencer à partir de 2,5. 2,5, c'est acceptable, à condition bien sûr qu'il s'agit d'une prothèse qui n'est pas thrombogène, une prothèse qui est connue donc être moins thrombogène, et puis à condition également que le patient ne présente pas d'autres facteurs de risque thromboembolique. Par exemple, le patient n'a pas été opéré sur la mitrale, qui n'a pas une fibrillation atriale, qui n'a pas une dysfonction VG, qui n'a pas donc une maladie mitrale associée, notamment un rétrécissement mitral associé, etc. Donc, qui n'a pas d'antécédent, il n'a pas fait déjà un accident thromboembolique, ce patient. Bon, c'est-à-dire s'il n'y a rien de cela, donc on peut commencer, on peut accepter 2,5 chez un patient opéré d'une prothèse en position aortique. Alors qu'en mitral, il faut commencer déjà à partir de 3,5, donc en position mitrale. Voilà. Docteur, j'ai une autre question. Est-ce que Oui. pour le taux de survie, généralement, est-il plus élevé en utilisant une prothèse mécanique ou bien biologique? En utilisant une prothèse. Comment répétez, s'il vous plaît? Le taux de survie. Le taux de survie. Oui. Est-il généralement plus élevé en utilisant une prothèse mécanique ou bien une prothèse biologique? Une prothèse biologique. Ah, donc là, il
il faut revenir aux résultats des études, effectivement. À vrai dire, les prothèses mécaniques, les prothèses biologiques sont meilleures que les prothèses mécaniques. Parce que la prothèse mécanique, quand on fait une prothèse mécanique, généralement, donc, il y a souvent une dysfonction. Il y a des complications. Il y a des complications. Donc, ça, comment dirais-je, ça, la configuration anatomique, elle est plus modifiée, en quelque sorte, durant une prothèse mécanique que durant une prothèse biologique. Donc, bon, la différence, elle n'est pas énorme. Elle n'est pas énorme. Donc, le pronostic, il est légèrement, si vous voulez, meilleur en cas de prothèse biologique par rapport à une prothèse mécanique. Mais en fait, les deux sont, il est supérieur au traitement non chirurgical. Mais attention, si vous voulez comparer le traitement chirurgical avec le TAVI, parce que le TAVI, c'est quoi? C'est mettre une prothèse biologique, mettre une prothèse biologique par voie interventionnelle. D'accord? Donc, entre les deux, il n'y a pas de différence. Donc, les études l'ont bien démontré. Il y a eu des registres, il y a eu, c'est-à-dire des registres de la vie, de la vraie vie, etc. Il y a des études randomisées, etc. qui ont montré qu'il n'y a pas de différence. Donc, c'est au contraire, le TAVI chez certains patients s'est montré presque supérieur au traitement chirurgical. D'accord? Mais il faut le rappeler, toujours chez les patients symptomatiques. Chez les patients asymptomatiques, pour le moment, on n'a pas de résultat. Ça d'une part. D'autre part, le problème également, c'est qu'on ne sait pas encore la durée de vie des prothèses biologiques qui ont été implantées grâce au TAVI, par voie percutanée. C'est-à-dire que on n'a pas encore assez de recul pour vraiment dire que le TAVI il dure plus longtemps que, d'accord, on ne sait pas encore. Donc pour la durée de vie, on ne sait pas. La durée de vie de la biologique implantée par voie percutanée par rapport bien sûr à la biologique qui est placée par voie chirurgicale. Chirurgicale, on sait. Bon, la durée de vie, ça peut aller jusqu'à 20 ans, 25 ans maximum. Mais pour la biologique placée par voie percutanée, c'est-à-dire le TAVI, pour le moment, on n'a pas encore de données, c'est-à-dire pour évaluer de façon précise la durée de vie. On ne sait pas encore. D'accord? D'accord, merci. D'autres questions? C'est bon? Plus de questions? Ok, donc de toute façon, vous avez le polycopier. Voilà. Pardon, Donc, monsieur. oui. C'est un sujet jeune qu'on doit lui faire une prothèse mécanique et on a une contre-indication au traitement anticoagulant. Vraiment une contre-indication formelle? Oui. Donc, c'est quoi la conduite à tenir? Eh ben, on n'a pas le choix ici. On doit. Alors, si on peut lui effectuer, parce que je vous ai pas parlé d'un traitement chirurgical, mais non, c'est-à-dire réparation valvulaire. Donc, il y a des procédés de réparation valvulaire, c'est-à-dire sans mettre en place une prothèse, d'accord, que ce soit biologique ou mécanique. Donc, il y a des techniques maintenant qui se développent, des techniques de réparation chirurgicale. Je vous donne un exemple, c'est l'intervention de Ross, par exemple. C'est prendre la valve aortique et la mettre au niveau de la valve aortique, la valve pulmonaire, et la mettre au niveau de la valve aortique, par exemple. C'est des procédés un peu, c'est des techniques chirurgicales, mais ça a été développé justement sur tous ces sujets jeunes chez l'enfant éventuellement, qui ont des cardiopathies congénitales, etc. Donc ça existe. Donc il existe ces techniques-là de réparation chirurgicale, d'accord. Mais là, dans le rétrécissement aortique,
ça s'adresse surtout, on a dit, c'est une pathologie, c'est l'apanage du sujet âgé. Donc, c'est pas une pathologie qui est fréquente chez sujets jeunes. Sujet jeune, par exemple, si vous prenez la forme de rétrécissement aortique sous-valvulaire, une membrane ou bien un diaphragme donc sous-valvulaire, ben ça c'est la chirurgie. Donc il suffit juste de lui enlever la membrane, de lui enlever la membrane ou le diaphragme. Donc on n'a pas besoin de mettre en place une prothèse. Si vous prenez par exemple la coarctation de l'aorte, dans le cas de rétrécissement aortique sus-valvulaire, donc c'est également, on n'a pas besoin de mettre en place une prothèse. C'est une prothèse, mais c'est une prothèse non pas valvulaire, c'est une prothèse qu'on doit mettre au niveau de l'aorte, au niveau de là où se trouve l'isthme, l'isthme de l'aorte, d'accord? Donc c'est pas là, on va pas mettre une prothèse. Donc c'est des procédés qui finalement c'est pas la même pathologie en fait, c'est pas la même pathologie, c'est pas comme de le rétrécissement dégénératif, rhumatismal ou autre, d'accord? Donc mais effectivement ça existe, il y a des procédés de traitement de réparation valvulaire, et donc sans prothèse mécanique ou biologique. Mais bien sûr, si vraiment il y a formellement une contre-indication et on est obligé, c'est-à-dire de mettre une prothèse, bien sûr, le choix va se porter sur la biologique. Il n'y a pas de discussion. Même si on sait que ce patient, dans quelques années, on doit le reprendre. C'est-à-dire après 15 ans, 20 ans, on doit reprendre ce patient pour une autre prothèse. D'accord? D'accord, merci. D'autres questions? Bon, si vous voulez, je peux vous proposer un cas clinique. S'il nous reste, je ne sais pas combien il nous reste du temps là. Le temps restant, 3 minutes. 3 minutes, je pense que je pourrais vous proposer, attendez. Recueil de questions. Attendez. Alors, de poitrine. Ah, j'ai perdu des trucs, je sais pas. Alors, pas de valvulaire, voilà. Alors, phonéser. Par exemple ici, c'est une question qui a été déjà posée, vous préconisez un remplacement valvulaire chez un sujet de 80 ans présentant un rétrécissement aortique serré symptomatique. Pour quel type de prothèse optez-vous? Bon, c'est évident. Qu'est-ce que vous allez proposer chez ce patient-là? Biologique. Biologique, c'est évident, 80 ans, donc vraiment il est à la limite. Déjà la moyenne d'âge c'est 80, donc donnez 3 étiologies d'un rétrécissement aortique. Voilà, donc vous avez surtout les 3 étiologies les plus fréquentes, c'est dégénérative, rhumatismale et congénitale, la bicuspidie aortique et la bicuspidie aortique. Quelle option thérapeutique à envisager devant un rétrécissement aortique serré symptomatique à haut risque chirurgical? TAVI. Donc la TAVI. De TAVI, absolument, absolument. C'est là, c'est sa situation favorable, très favorable au TAVI, d'accord? Quelle est l'anomalie la plus fréquemment responsable d'un rétrécissement aortique valvulaire chez un sujet jeune? Rhumatismal.
Rhumatisme. Ah, l'anomalie la plus fréquemment responsable d'un rythme aortique valvulaire chez un sujet jeune. Ben, c'est la bicuspidie, c'est la bicuspidie. C'est congénital, c'est la bicuspidie, c'est pas la rhumatismale. Rhumatismale, ça il faut le retenir, ça atteint surtout la valve mitrale. C'est pas la valve, c'est surtout la valve mitrale. Le rhumatisme, et donc il touche surtout la valve mitrale, non pas la valve aortique. Donc c'est pas vraiment la plus fréquente. La plus fréquente chez le sujet jeune. D'accord? Alors, j'ai ce cas clinique. Je ne sais pas s'il nous reste encore du temps là. On peut utiliser le même lien. Alors, monsieur TA, âgé de 75 ans, est ramené aux urgences. Oui? On peut utiliser le même lien.